Édition spéciale, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Édition spéciale jusqu'à 19h20 sur Sud Radio, puisqu'on connaît depuis maintenant pile une heure le nouveau gouvernement. Tout de suite, notre premier débat. Remaniement gouvernement, Macron a-t-il tenu compte des résultats de la présidentielle? Vous êtes désormais 96,1% à dire non. Avec nous, il y a quand même deux ministères qui interpellent, l'économie et l'éducation. Loïc Le Floch-Prigent, qui est venu faire les vraies voix avec nous avant-hier, industriel. Bonsoir Loïc Le Floch-Prigent. Bonsoir. Et Albert Jean Mougin, ex-délégué général du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Bonsoir Albert Jean Mougin. Bonsoir Philippe, heureux de vous retrouver. Heureux de vous retrouver aussi. On va commencer avec l'économie, puisque le Premier ministre qui a été annoncé, c'était Bruno Le Maire, dans l'ordre. Il y a un mot fort qui est revenu tant pour Bruno Le Maire que pour Marc Fesneau. Je cite leur titre. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Marc Fesneau, ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Loïc Le Floch-Prigent, il n'y a pas si longtemps que ça, le mot souveraineté était pratiquement une grossièreté. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? C'est une surprise, oui, parce que effectivement, pendant des années, lorsque je parlais avec le mot souverain dans l'optique industrielle, qui est quand même mon sujet, puisque je suis pour une France industrielle et qu'il faut effectivement que l'industrie soit souveraine, j'étais considéré comme un malappris. Là, maintenant, je m'aperçois que c'est la doctrine. J'en suis content, fier d'avoir mené ce combat contre tous, parce qu'à chaque fois on dit ça veut dire que tu es avec X, ça veut dire que tu es avec Y, ça veut dire que tu es avec Z, pas du tout. Ça veut dire que je considère effectivement que nous avons une nécessité d'avoir une industrie souveraine. Alors on s'est aperçu avec les difficultés que nous avons eues autour du Covid, on s'en souvient, c'était des phénomènes. Puis ensuite, on a dit, on s'aperçoit que les médicaments ne sont pas là, parce que les principes actifs ne sont pas là. Et puis on s'aperçoit qu'effectivement, les voitures ne peuvent plus être construites parce qu'il manque des puces. Et donc chaque élément au cours de ces 2 dernières années a montré qu'effectivement nous n'étions plus maîtres de notre destin et qu'il fallait redevenir maîtres de notre destin. Alors moi je conçois cette dénomination du ministère de M. Le Maire comme une grande victoire des souverainistes industriels dont je suis. Philippe Bilger, victoire des souverainistes industriels, comme le dit Loïc Le Floch-Prigent. C'est vrai que on le rappelle, le mot souveraineté, il disait moi j'étais un malappris quand je disais souveraineté. D'abord, je salue Loïc Le Floch-Prigent, dont j'ai noté avec beaucoup de déplaisir qu'il est venu aux vraies voix lorsque je n'étais pas là. Donc, c'est pas de ma faute, c'est vous qui n'avez pas voulu, cher ami. Voilà. Non mais, excusez-moi, vos vies privées ne regardent pas les auditeurs. Mais plus sérieusement, Loïc, est-ce que vous pensez que cette dénomination ministérielle peut aller au-delà du verbe, et si ça n'est pas le cas, combien de temps faut-il, à votre avis, pour un pouvoir, pour redresser la barre et tenter d'instaurer cette souveraineté industrielle ? Il s'agit d'un effort sur 10 ans, mais disons que dès qu'on l'amorce, dès qu'on dit qu'effectivement c'est une priorité nationale, on change de paradigme. Pour l'instant, on disait « Choose France ». Venez travailler en France, venez mettre votre argent en France, mettez-vous, la France est absolument un pays magnifique, vous pouvez tout acheter. Maintenant, souveraineté industrielle, ça a un sens. Pour moi, ça veut dire que, 1, c'est une industrie française, 2, que cette souveraineté exige qu'on trouve les propriétaires français aux industries françaises et par conséquent les fonds propres, dont je ne cesse depuis 10 ans de dire que c'est le problème industriel numéro 1. C'est comment avoir des fonds propres. Les autres pays ont des fonds propres issus des fonds de pension. Nous n'avons pas de fonds de pension, par conséquent, nous n'avons pas de fonds propres. Et nous sommes en train de faire la quête dans tous les pays du monde pour dire venez de Choose France. Ce n'est plus Choose France, c'est souveraineté industrielle et il va falloir mettre les actes avec les paroles. Donc, moi, j'espère toujours, je suis un fervent optimiste, j'espère toujours que lorsqu'on a une avancée verbale, derrière, il va se passer quelque chose. J'attends quelque chose. Céline Pina, content, satisfaite du mot souveraineté qui revient tant pour l'agriculture que pour l'industrie et le numérique ?
Je crois que le problème, c'est que notre président de la République n'a jamais eu peur des mots. Je me rappelle qu'on était en guerre contre le Covid. Donc, employer des mots forts, des mots qui, pour un certain nombre de personnes ou de militants, peuvent avoir des sens profonds, ne lui ont jamais fait peur. Mais derrière, il n'y a pas forcément de résultats ou de mise en œuvre de quoi que ce soit. Donc, je trouve ça très joli de l'avoir marqué dans un intitulé de poste de ministre. Ou dans 2. Moi, je vais juste attendre de voir concrètement si, effectivement, il y a un travail sur, ne serait-ce que le développement industriel qui soit déjà à l'œuvre. Et ensuite, sur la question des fonds de pension, moi, je me pose une question. On sait que le principal levier des fonds de pension, c'est en fait la misère des aides sociales, par exemple, aux États-Unis. Et qu'en fait, ces fonds de pension, c'est quoi? C'est très souvent la retraite d'Anglais ou d'Américains qui n'ont que ça parce qu'il n'y a pas de système de retraite, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, si on appelait au fonds de pension, ça finit par détruire en fait nos protections sociales. Je ne suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle et que nous n'ayons pas à réfléchir différemment pour redynamiser toute notre tissu industriel. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, donc la première chose, c'est que à partir du moment où il y a un mot, déjà, on peut soit attendre ce que fait mon amie Céline, soit dire ben voilà quels sont les moyens d'y arriver. Voilà, donc et moi je suis pour dire voilà les moyens d'y arriver. Et deuxième chose, quand je parle de fonds de pension, je dis voilà les autres pays ont un système qui permet de rentrer en fonds propres dans les entreprises. Nous n'en avons pas. Tant que nous n'avons pas ce système, nous ne pouvons pas avoir de souveraineté. Alors, il y a un système que tout le monde a, c'est le fonds de pension. Si on n'en veut pas, qu'est-ce que vous mettez en face? C'est comment faire en sorte que les industries françaises puissent avoir non pas des prêts comme aujourd'hui avec le PGE, et puis ensuite des prêts dits participatifs qui sont des faux fonds propres, mais des véritables fonds propres. Et comment fait-on pour que l'industrie française revienne souveraine et dispose de fonds? Alors, si il y avait la Caisse des dépôts à une époque. Pardon? Il y avait la Caisse des dépôts. Il y a quelques dépôts. Oui, la Caisse des dépôts, c'était des prêts participatifs, c'était des faux fonds propres. Donc les fonds propres, c'est des gens qui, à un moment, risquent leur argent dans les entreprises industrielles et qui, si jamais ils gagnent beaucoup, et si jamais ils perdent peu. C'est ça le principe des fonds. Et tant qu'on n'a pas ça, nous ne sommes pas compétitifs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si jamais vous risquez votre argent dans l'industrie, si jamais vous perdez, on vous répond c'est normal parce que mettre votre argent dans l'industrie, c'est très risqué, c'est bien fait pour vous. Et si vous gagnez, on vous raquette tout votre argent parce que c'est absolument épouvantable d'avoir des gens qui veulent gagner de l'argent avec l'industrie. C'est ça la situation d'aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas résolu ce problème, alors j'espère que M. le maire va s'y attaquer. Et croyez-moi, avec les mouvements industriels dans lesquels je suis, je vais lui, s'il n'a pas d'idée, je vais lui en donner. Et je vais lui montrer comment c'est possible. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est valable depuis 40 ans. On va finir un dernier point sur l'industrie avec vous, Guillaume Rivalan et Loïc Le Floch-Prigent. Et ensuite, on passera à l'éducation avec Albert-Jean Mougin. Oui, sur l'utilisation du mot souveraineté, moi ce qui m'étonne le plus finalement, c'est que ça ne soit pas employé sur le ministère de la Transition énergétique. Parce que là aussi, il y a un enjeu de souveraineté lié au conflit. Parce que les éoliennes sont allemandes. Non, parce qu'on a un enjeu d'approvisionnement, que ce soit en électricité, en gaz, en pétrole, etc., comme nos voisins européens. Donc l'utilisation du mot souveraineté sur Bercy et sur l'autre ministère, Agriculture et Alimentation, il est lié, je pense, au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un message assez fort dans l'intention. Après, je partage l'avis de Céline Pina sur l'attente que ça génère derrière, mais ça répond aujourd'hui en miroir au contexte, au conflit, aux enjeux qui sont derrière, en ricochet. Et donc, ça oblige derrière le gouvernement français à avoir des résultats très concrets là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Loïc Le Floch-Prigent? Il est clair que pour moi, à partir du moment où on a une souveraineté industrielle, on a une énergie abondante et bon marché. Et par conséquent, on peut aller vers une transition si on a envie, mais elle est abondante et bon marché. Si elle n'est pas abondante et bon marché, on n'a pas la compétitivité industrielle et on n'a pas l'industrie. Et donc aujourd'hui, effectivement, produire une électricité
à 40 € le mégawattheure par EDF et le racheter au moment des difficultés à 3000 € le mégawattheure, c'est une stupidité. Il faut revenir sur cette stupidité et j'espère que, puisque on veut être souverain industriellement, la transition énergétique va conduire à revenir sur cet abandon d'intelligence qu'est d'acheter quelque chose qu'on a vendu pas cher et le racheter quelques mois après très cher aux autres. Donc je pense qu'il y a là quelque chose d'important et j'espère que Mme Pannier-Runacher va comprendre que la souveraineté industrielle exige la souveraineté énergétique également. Merci beaucoup, parce que l'éducation, c'est pas trop votre truc, Albert Jean Mougin. Merci. Loïc Le Floch-Prigent, pardon, lui, c'est son truc, l'éducation. Je rappelle que vous êtes industriel et désormais vraie voix. Merci beaucoup à vous. Albert Jean Mougin, ex-délégué général du SNALC. On avait Jean-Michel Blanquer, on a désormais Pape Ndiaye. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, déjà, je me signalerai un point commun avec M. Le Floch-Prigent, c'est que je suis aussi un optimiste. Donc, quand des ouvriers se mettent à l'œuvre, je ne vais pas supposer que l'édifice va s'écrouler. Ce qui m'amène d'ailleurs à dire, vous le savez très bien d'ailleurs, quelle sympathie profonde j'avais pour Jean-Michel Blanquer et son intention. Alors, il est certain qu'il apparaît un petit peu difficile de dire qu'il s'agit d'un changement dans la continuité. Toutefois, moi je voudrais déjà parler de la continuité, qui est Pape Ndiaye. C'est le fils du premier ingénieur des ponts et chaussées africains subsahariens de notre histoire, d'une professeure de collège. Ses parents se sont séparés, il a été élevé par sa mère, il a eu un parcours remarquable. Il incarne cet élitisme républicain qu'on a voulu voir dans notre école depuis toujours. Alors, ce que je dis est un peu en rupture par rapport à ce qu'on entend. Bien évidemment, ce qui compte, c'est ce qu'on est devenu et ce qu'on a fait. On parle des positions prises à certains moments par M. Ndiaye sur les questions indigénistes, etc. Je crois que des hommes qui ont une intelligence supérieure se forment avec leur parcours. Ça constitue leur personnalité. Alors, Albert Jean Mougin, on va faire réagir. Cette personnalité, elle est confrontée au réel. On va faire réagir les vraies voix. On va faire réagir les vraies voix pour qu'elles échangent avec vous. Philippe Bilger, vous allez être nostalgique de Jean-Michel Blanquer, à votre avis ? Non, j'ai beaucoup aimé le Blanquer des débuts, beaucoup moins le suivant, si j'ose dire. Et je crains que son parachutage soit difficile. Mais je voudrais demander à notre invité, comment dirais-je, a-t-il vraiment le sentiment que l'éducation nationale a vu son titulaire être modifié au regard de dessins réfléchis, organisés, délibérés? Ou est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ça relève, comme l'a un peu dit Céline Pina tout à l'heure, d'une sorte d'opération de façade pour montrer à quel point on est capable de passer dans une sorte de précipitation ministérielle d'un ministre qui semblait compétent à l'époque vers un intellectuel de haute volée, on me l'a confirmé, mais qui n'est peut-être pas ce qu'attendait véritablement l'éducation nationale et le peuple français dans ses aspirations pour cette mission fondamentale pour la démocratie. Albert Jean Mougin. Cher Philippe Biller, bien évidemment, l'important, c'est un peu le lien que je faisais à l'instant, c'est la réalité de l'action qui va être conduite. On n'échappe pas au dossier quand on est un ministre. Et une fois encore, ce qu'il a été et ce qu'il a fait, vous avez souligné son intelligence. Une intelligence réagit comme il convient aux problèmes nouveaux qui lui sont présentés. Je crois qu'il aura besoin d'être très bien entouré dans son entrée dans ce ministère. Et ce n'est sans doute pas, effectivement, tout un univers antérieur qui pourrait l'y aider au mieux. Les sujets principaux sont bien sûr, vous le savez, il y a un détail qu'on a tendance parfois à oublier, c'est que pour que l'enseignement existe, il faut que des hommes et des femmes enseignent. La question majeure aujourd'hui, c'est effectivement le recrutement de nos collègues. Comment
les attirer à ce métier, et par définition, mais c'est une grosse affaire, que Jean-Michel Blanquer avait essayé d'aborder, la réévaluation sensible des traitements. Il n'y aura de bonne politique que si effectivement il y a l'investissement humain qui accompagne. Justement, on va faire réagir les autres. Et parce qu'il nous reste un peu plus, à peine 2 minutes, parce que ça va très très vite. Albert Jean Mougin, Céline Pina, ça va être un point clé, l'éducation. Comme le disait Albert Jean Mougin, il va falloir investir et notamment réévaluer les salaires des enseignants. Plus personne ne veut être enseignant, on le voit au concours du CAPES. Il n'y a pas qu'un problème de salaire, il y a aussi un problème d'autorité, il y a un problème de respect, il y a un problème quels sont les enfants qui aujourd'hui arrivent à l'école, il y a un problème de parents à l'intérieur des écoles. Enfin, le problème est bien plus global qu'une simple question d'argent. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'homme qui arrive à la tête du ministère de l'Éducation nationale, c'est quelqu'un qui a lancé des accusations très fortes de racisme systémique, qui les a lancées contre l'État, qui les a lancées contre l'université. Rappelons aussi qu'il y a eu un conflit très très lourd autour de la notion d'islamo-gauchisme et de décolonialisme à l'université, dans lequel Frédéric Vidal s'est retrouvé complètement lâché, y compris par sa hiérarchie. Donc la vraie question aujourd'hui, on est sur un territoire qui est à la fois à fort enjeu et qui est aujourd'hui déconstruit, et on a un personnage qui arrive et dont tous les messages sont des messages qui n'aident pas à ce que les choses se passent sereinement. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Guillaume Rivalan? On donnera le mot de la fin rapidement à Albert Jean Mougin. Déjà, moi, j'aime pas trop les jugements trop hâtifs, c'est-à-dire que présumons-le compétent et on le jugera à l'épreuve du feu, ce monsieur. Moi, j'ai envie de dire, il va passer d'une position de lanceur d'alerte ou de philosophe ou comment dire Non, de militant. C'était un militant qui prenait des positions très fortes. Oui, et il les a jamais cachées. De militant à homme du pouvoir. À la tête d'une administration qui est un mammouth, à la tête d'une administration qui est sans doute l'une des plus difficiles à diriger. Et croyez-moi, on verra très vite s'il arrive à tenir ça, ou s'il se contente finalement de rester avec une autre position, celui qu'il était il y a encore quelques minutes. Le mot de la fin en 30 secondes, Albert Jean Mougin. Ça va être sacré. C'est un gros point de l'éducation quand on voit les classements Teams et PISA où la France s'effondre en éducation. Bien évidemment, mais on le sait depuis des années. Oui, le problème est systémique, etc. C'est tout à fait vrai. Ce que je dis, c'est ce qui vient d'être dit. Cet homme arrive, il se met au travail et il peut faire quelque chose. Vous savez, il saura aussi se rappeler qu'il est enfant de l'Afrique et enfant de la Beauce par sa mère. Il saura aussi penser tout ça. Je pense qu'il faut lui accorder la confiance qu'il faut, le temps qu'il faut. Après, vous savez, quand on est nommé pour ce qu'on a fait et par ce qu'on incarne, il est très rare qu'on scie la branche sur laquelle on est assis et qu'on fasse des changements à 180 degrés. Ça aussi, c'est une réalité. Merci beaucoup Albert Jean Mougin, ex-délégué général du SNAL, que tout de suite, la chronique politique, et elle s'impose, et elle est d'actualité. On va la faire dans quelques instants avec Antoine Mazère et les vraies voix.